La gare de Joué-les-Tours est le lieu exemplaire pour porter ces sujets d'aménagement du territoire et du rôle de l'État, des besoins d'investissement et de la place de la SNCF. Si en termes d'exploitation, les régions ont démontré qu'elles étaient au cœur de la réponse aux besoins des populations lorsqu'elles étaient les interlocutrices de l'État qui répondaient en leur versant la dotation financière nécessaire, force est de constater que les politiques d'austérité qui contraignent le budget de l'État montrent aujourd'hui l'incapacité de mener des politiques publiques efficaces. Sachant qu'un train représente 50 camions et pollue 10 fois moins, il faut enfin reconnaître que le ferroviaire est un secteur fondamental pour l'intérêt général et que le service public ferroviaire doit s'opérer sur tout le territoire. La fédération a décidé de relancer des initiatives sur la question de l'ouverture à la concurrence du TER et plus généralement sur le service public ferroviaire, parce qu'on est dans une période un peu particulière de mise en œuvre de la réforme de 2018. Et donc qui dit mise en œuvre dit le fait que ça n'est pas encore mis en œuvre, et donc il est encore possible de réorienter un certain nombre de choses pour empêcher notamment les effets les plus néfastes de cette réforme. Pourquoi on décide de faire des initiatives publiques un peu de partout, d'avoir une distribution massive de tracts sur la réalité de ce qui est en train d'être mis en place? Parce que pour faire passer la réforme de 2018, le gouvernement a multiplié les promesses et les mensonges, et qu'aujourd'hui il compte sur le fait qu'il y a moins d'attention médiatique sur le sujet du ferroviaire parce que justement la réforme nationale est passée. Il compte sur cette baisse de l'attention médiatique pour pouvoir faire passer en douce les mauvais coups. Alors les mauvais coups, ils se traduisent par un certain nombre de choses. On pourrait reprendre pratiquement toutes les promesses qui ont été faites en 2018 et une par une montrer qu'il n'y en a absolument aucune qui a été tenue. La principale, c'était quand même, elle tournait autour des vertus de la concurrence. Et donc il est nécessaire d'y revenir parce que maintenant on commence à avoir des exemples très concrets de ce que pourrait être la mise en concurrence de la SNCF effective. On nous avait dit il y aura le choix. Bon, évidemment, on l'avait dénoncé, il n'y a pas le choix du tout, puisqu'il ne s'agit pas de mettre en place des trains de plusieurs compagnies en même temps et de choisir celle qu'on veut prendre. Il s'agit d'attribuer de manière monopoliste une concession à une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, pendant un certain nombre d'années. Il s'avère même qu'en termes de choix, il y aura moins de choix qu'auparavant, puisque il y a deux caractéristiques qu'on ressort des appels d'offres qui sont lancés en ce moment. Donc les régions en pointe dans cette démarche, c'est le Grand Est et PACA, puis un peu plus en retard, mais également sur les rangs, on a les Pays de la Loire et puis les Hauts-de-France, et puis qui vient de lancer la démarche aussi l'Île-de-France. Les caractéristiques de ces appels d'offres, c'est quoi? C'est d'abord des durées beaucoup plus longues des concessions que ce qu'on a aujourd'hui sur les conventions TER, puisque quand on avait des négociations de conventions TER entre la région et la SNCF, nous on demandait des conventions longue durée, partant du principe que les investissements, la mise en place des services dans le chemin de fer, ça prend du temps, et donc il faut une certaine stabilité des contrats, et on nous répondait, face à nos revendications de conventions de 10 ans, on nous répondait que c'était antidémocratique parce que les élections ayant lieu tous les 6 ans, on pouvait pas attribuer des concessions, enfin des conventions TER pour les mandatures suivantes, on ne pouvait pas s'engager, etc. Donc il fallait que ce soit 6, 7, 8 ans avec des clauses de revoyure, etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate, notamment dans le Grand Est, par exemple, c'est que les concessions, elles peuvent monter jusqu'à 15 ans. Donc ce qui n'était pas possible pour le public devient possible pour le privé. Et donc ce qui veut dire que non seulement vous n'aurez pas le choix de votre train, etc. au quotidien, mais y compris le choix de l'opérateur ou le choix du contrat, de la négociation du contrat, etc., ben, ce sera encore dans des périodes encore plus longues que ce que c'était auparavant. Et donc les revendications qu'on peut avoir sur le développement du service, etc., elles sont évidemment plus difficiles à mettre en œuvre, parce que l'occasion de la renégociation de la convention TER, c'était l'occasion de faire passer un certain nombre d'avancées pour les usagers ou pour le service public. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que comme les négociations sur les appels d'offres, c'est pas des négociations des conventions TER, les négociations de conventions TER, quasiment toutes étaient publiques, puisque c'était une entreprise publique qui contractualisait simplement avec un décideur public.
Là maintenant, on a le jeu de la concurrence, et dans le jeu de la concurrence, il y a ce qu'on appelle le secret de la concurrence. Et donc tout ce qui est négocié en amont de l'attribution du contrat, ben on ne le sait pas, ça se fait dans le secret, notamment les éléments financiers sont extrêmement difficiles à obtenir. Et donc sous couvert de ne pas péjorer ou privilégier une entreprise ou une autre, eh ben, il y a beaucoup moins d'informations qui sont données sur ce qui est en train d'être négocié par les autorités. Donc c'est une arnaque. C'est une arnaque aussi parce qu'on nous avait dit tout ça va coûter moins cher par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'on nous disait aussi que les salariés seraient bien traités, etc. etc. Bon. Ce qu'on constate aujourd'hui sur les appels d'offres qui sont lancés, et notamment sur la région de Nantes par exemple, mais c'est aussi valable en Grand Est, puisqu'on a des éléments chiffrés sur le Grand Est, c'est que le système d'appel d'offres privé, il a, on va dire, 3 étapes. Première étape, c'est la constitution des dossiers. Évidemment, comme il va y avoir qu'une seule entreprise retenue, mais qu'il y a plusieurs entreprises qui candidatent, il ne faut pas mettre ces entreprises qui candidatent en difficulté. Ça, c'est pas la position de la CGT, c'est la doxa libérale. Pour ne pas mettre en difficulté ces entreprises, on va les aider à monter leur dossier. Pour monter un dossier de réponse à un appel à manifestation d'intérêt ou à un appel d'offres, il faut mettre en place des juristes, des économistes et tout un tas de techniciens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des subventions pour les candidats à la candidature. Et donc, avant même d'avoir fait rouler le premier train, je parle sous le contrôle des camarades, sur la région de Nantes, avant même d'avoir fait rouler le premier train, les 2 lignes mises en concession ont coûté 2 millions d'euros à la région. Ce qui est une somme absolument colossale, parce que si on devait faire ça pour toutes les lignes d'une région, ça coûterait une véritable fortune. Et on n'a pas encore fait rouler un seul train. Une fois que cette opération-là a été faite, il faut qu'on ait des candidats pour exploiter les trains. Alors le principe du service public, c'est qu'on offre le meilleur service au moindre coût possible pour la collectivité. Et donc, le principe d'une entreprise privée étant de faire de la marge, les marges sont extrêmement réduites. Donc quand on fait un appel d'offres sur un service sur lequel il y a très peu de marge, il y a très peu de réponses. C'est ce qu'on a vu sur les trains d'équilibre du territoire Bordeaux, Nantes, Lyon, sur lequel finalement tous les candidats ont lâché l'affaire parce que les perspectives de rentabilité n'étaient pas suffisantes. Donc quand on est une région et quand on veut mettre en place la concurrence par dogme idéologique, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut mettre une grosse carotte pour avoir plein de candidats. Et donc on a une expertise qui a été réalisée par le CCGPF et un certain nombre de CSE, dont les conclusions ont été transmises aux organisations syndicales et donc elles vont être rendues publiques très rapidement. Et ces analyses pour les 2 régions sur lesquelles on a réussi à avoir des chiffres financiers montrent que sur chacune des lignes, on est entre plus 10 à plus 140% de financement public au train kilomètre. Alors après, il y a des artifices politiques pour cacher ça, parce que souvent, sur ces lignes qui ont été mises en appel d'offres, on a des travaux sur la ligne, donc la ligne va être remise à neuf, et on a du matériel roulant neuf qui arrive. Ce matériel roulant étant plus capacitaire, les régions affichent le prix à la place kilomètre, et non pas au train kilomètre, et comme il y a plus de place, évidemment, même si ça coûte plus cher, globalement, on arrive à dire que finalement, on ne met pas plus d'argent public. Mais ça, c'est de l'arnaque, puisque la réalisation du train, c'est ça qui nécessite l'offre, enfin qui traduit l'offre, et le prix du train kilomètre est systématiquement en hausse extrêmement importante. Donc quand on nous disait il n'y a pas les moyens de financer le service public, c'était faux, puisque les moyens ils les trouvent quand il s'agit de financer la concurrence. Quand on nous disait la SNCF est trop chère, avec la concurrence ça sera 30% moins cher, eh bien ça n'est pas vrai, ça n'est pas comme ça que ça se traduit. Par contre, effectivement, on va avoir des entreprises qui vont être nombreuses à concurrencer sur ces appels d'offres parce qu'il n'y a aucun risque, puisque tu n'engages pas de frais pour constituer le dossier, que quand tu obtiens le marché, c'est garanti sur facture en termes de recettes commerciales, et que, en plus, on va augmenter la marge non seulement par l'augmentation du prix, mais par la diminution des droits sociaux. Donc ce sera des opérations extrêmement lucratives. Le troisième élément qui nous pose question, et qui pour l'instant n'est pas, pas résolu, même dans les régions qui sont très en pointe sur la concurrence, c'est l'exploitation, parce qu'au-delà du coût, c'est quel sera l'effet pour le service rendu aux usagers.
on se rend compte que les dossiers qui ont été montés, même les dossiers les plus aboutis, sont extrêmement vagues sur les conditions, par exemple, de comment allons-nous opérer, construire les graphiques horaires chaque année de manière à assurer les correspondances. Comment on va faire au niveau de la tarification. Comment on va faire au niveau de l'entretien du matériel, c'est-à-dire des activités qui sont communes et qui seront communes aux différentes lignes. Et bien, sur ces éléments, on a des réponses assez vagues et en gros, ce qui va se passer, c'est que on verra bien en avançant. Donc, il est à prévoir un grand nombre de dysfonctionnements, il est à prévoir un grand nombre de procès juridiques entre les uns et les autres pour savoir à qui la faute de tel retard ou de quel problème. Et donc, dans l'amélioration du service public, pour la mise en place de la concurrence, on se génère des sujets supplémentaires d'inefficacité. On en avait suffisamment pour ne pas être obligé de s'en rajouter. Mais ça va se rajouter de manière supplémentaire. Évidemment, quelques régions vont au bout de la démarche, et par exemple sur la question de l'entretien du matériel, disent puisqu'effectivement ça va être compliqué de partager un atelier, moi je vais construire un atelier par ligne. C'est le cas de PACA, par exemple, qui construit un atelier à Nice pour l'étoile niçoise et un autre atelier pour la ligne Nice-Marseille. Le problème de ça, et tout le monde en a à peu près l'idée, même quand il ne connaît pas trop le chemin de fer, c'est que si on construit un atelier par ligne, évidemment, ça fait beaucoup de moyens et on pourrait même dire que c'est beaucoup de gaspillage. Hein, parce que si chaque ligne a son atelier et qu'on fait la même chose pour tous les services de l'entreprise SNCF, enfin de l'entreprise de la réalisation du train, évidemment, ça va être un peu particulier. On est dans la stratégie des PME du ferroviaire. Sauf que ce qui peut marcher dans certains domaines de transport, parce qu'ils ont des avantages qui sont autour de la souplesse, ne fonctionne pas sur le système ferroviaire, parce que le système ferroviaire, il a des gros avantages. C'est un transport massif, c'est un transport propre, c'est un transport sûr, etc. Mais il a aussi quelques spécificités qui sont des inconvénients. Et l'extrême souplesse n'est pas forcément dans l'exploitation la première de ses qualités. Pour arriver à faire rouler des trains sur un réseau contraint, puisque c'est un réseau guidé, interconnecté, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un réseau libre, comme le réseau routier par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y aura aussi des difficultés d'exploitation, et les gens qui appliquent la mise en concurrence dans le ferroviaire le font en fait sur le modèle d'autres systèmes. Et effectivement, on peut considérer que pour la vente des bonbons, c'est pas un problème d'avoir plusieurs compagnies qui vont faire plusieurs types de bonbons différents, mais que ces règles-là s'appliquent pas tout à fait aux règles de transport et encore moins aux règles de transport de ferroviaire. Donc voilà, on est dans cette phase de mise en œuvre dans laquelle les autorités publiques comptent sur le fait que ces éléments-là n'arrivent pas aux citoyens, que ces éléments-là ne soient pas relayés pour ne pas montrer l'inefficacité du système qui est en train d'être mis en place. Notre rôle à nous d'organisation syndicale, de salariés organisés, avec les associations, avec tous ceux qui sont de bonne volonté sur le sujet, notre rôle à nous, c'est justement de déployer nos efforts, déployer notre militantisme pour essayer de faire connaître ces éléments à la population, de manière à démonter le système qui est en train d'être mis en place. Parce qu'en fait, ce à quoi ça aboutit à la fin du fin, alors on va nous dire qu'on est des oiseaux de mauvais augure ou je ne sais trop quoi, mais on l'a vu dans le fret, comme le système privé est un système de PME, que c'est un système qui industriellement est moins efficace, qui ne tient pas compte des spécificités du ferroviaire, etc., qui coûte plus cher parce qu'il faut alimenter les profits privés, etc., à la fin, on fait moins de transport ferroviaire, et je pense que comment dirais-je, le compromis qui est en train d'être passé entre un certain nombre de pouvoirs régionaux et les opérateurs privés, c'est de dire qu'effectivement, à l'avenir, il y aura moins de transport ferroviaire. Par contre, il sera rentable, il sera efficace, et il remplira, enfin, il sera efficace économiquement, et il remplira les objectifs du dogme libéral. Ce compromis-là, il me semble qu'il faut que nous, on le fasse exploser en disant nous ne cherchons pas l'efficacité capitaliste et l'efficacité économique du système. Nous cherchons à ce qu'il réponde aux besoins de la population, les besoins de transport, le droit au transport, mais aussi les questions environnementales, les questions de sécurité, les questions d'encombrement urbain et d'autres éléments. C'est ça qui doit être mis en avant, et donc, dans cet objectif-là, le système qui est en train d'être mis en place, il n'est pas efficace. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu dans le contexte. Et donc, évidemment, quand on vient à la question des dessertes de gare
des dessertes de ligne, etc. Dans ce système-là qui est plus complexe, qui est plus cher, etc., plus rien n'est possible. Et donc, on ferme les guichets, alors ici il y en a encore un, ça fait partie des deux, ça fait partie des comment dirais-je, des survivants hein, de politiques de suppression massive. Mais on supprime les guichets, on supprime les contrôleurs à bord des trains, on réduit les pas de maintenance, que ce soit du matériel roulant ou d'infrastructure. Et puis, à la fin, effectivement, on a un système qui est très rentable, mais qui n'est pas du tout efficace pour ni en masse, ni en qualité, pour ce qu'on recherche. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est utiliser les moyens qui sont manifestement disponibles pour la réponse aux besoins des usagers et aussi pour la réponse aux revendications des cheminots sur les conditions de travail et la sécurité.